Catherine et à Eric qui vont se présenter en 2 minutes avant de vous faire la présentation. On a besoin du micro. Si on parle, vous m'entendez là? C'est bon? Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter les premiers résultats en fait de notre réflexion à 4 thèmes, là, comme Philippe l'a présenté. Catherine, Matt et moi-même, Éric Charbonnier. Est-ce que tu te présentes maintenant, Catherine? Après? Ouais, c'est moi qui commence. Éric Charbonnier, donc directeur de TRAM. TRAM, c'est une organisation professionnelle agricole qui s'occupe beaucoup de transition agroécologique, d'innovation et de collectif. On fait partie de la famille des ONVAR, les organisations nationales à vocation agricole et rurale. Et TRAM est membre du GIS depuis longtemps. Moi, je suis membre depuis 4 ans. Et ce qu'on va vous présenter là, donc, c'est le résultat des points saillants, on va le dire comme ça, qu'on a retenus et qui nous ont semblé vraiment importants dans les 4 rencontres qu'on a eues sur les thèmes de la dystopie, de la géopolitique, des systèmes alimentaires et puis le dernier, l'organisation de la rupture. C'est des points saillants qui nous ont été présentés, qui nous ont semblé importants, qu'on a retenus, qui sont le résultat d'une quinzaine d'intervenants très pluridisciplinaires, on va dire, comme l'a dit Philippe en introduction, des gens qui venaient de tous horizons et de tous secteurs professionnels, très complémentaires aussi. Et c'est ce qui nous permet de vous amener une synthèse qui est très globale et très intersectorielle, on va dire. Alors, on s'attache aux points clés avec Catherine. Vous avez un beau document là qui vous a été distribué à l'entrée, qui développe un peu plus, et puis on va revenir sur tous les thèmes tout au long de la journée avec les ateliers, les réflexions, les apports qu'on fera cet après-midi. Voilà, je vais présenter la première diapo sur... on a 2 ou 3 diapos sur le premier thème qu'on avait appelé plus 4 degrés, une dystopie. Alors le mot dystopie, peut-être il ne parle pas à tout le monde. Je me suis permis d'aller voir dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on mettait sur dystopie. On peut le classer ou le définir comme une contre-utopie, hein, ou une idéologie qui peut nous amener au cauchemar. Donc il y a un point d'interrogation derrière la dystopie. Donc on a parcouru ce thème-là avec plusieurs intervenants. Et les premiers éléments factuels et importants qui sont ressortis, c'est le réchauffement climatique. C'est chez nous plus que chez les autres, avec beaucoup d'hétérogénéité dans le réchauffement dans le monde, mais en tout cas l'Europe très touchée, et la France en particulier, avec quelques chiffres qui font écho à ce fait-là. Quand on est à plus 4 degrés dans le monde, en France et en Europe, on peut être à plus 5 à plus 6 degrés. Et en plus, donc les conséquences de ce réchauffement-là sont des événements extrêmes, notamment des fortes inondations ou à l'inverse des fortes sécheresses qui peuvent interagir de manière contiguë, soit dans le nord, soit dans le sud. Et la fréquence de ces événements qui s'amplifie. On le sait tous, mais en tout cas, on nous a amené des chiffres. Hein. On passe de 1 fois tous les 50 ans à, d'ici quelques années, 40 fois tous les 50 ans, ce qui voudrait dire presque 1 fois par an. Est-ce que c'est la norme demain? Point d'interrogation. Ce qu'on a noté aussi, c'est que les zones climatiques se déplacent à raison de 50 à 100 km tous les 10 ans en moyenne. Donc, dit autrement, le sud remonte. Ce qui a des vraies conséquences et des impacts sur l'agriculture, hein, avec un besoin en eau qui va croissant, avec des questions autour de l'irrigation, évidemment. La qualité des sols qui va changer, Catherine reviendra dessus, avec le stress hydrique et la dégradation des sols. Une évolution des productions. Hein, est-ce qu'on va faire de la vigne en Hauts-de-France dans 10 ans, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Et ce qu'on nous a dit aussi, ce qui a été important, c'est que tout dixième de degré en plus amplifie les conséquences. C'est-à-dire qu'il y a un effet exponentiel. Alors vous voyez le petit crowbar qui est à droite, hein, qui montre comment on peut être dans le déni de ce qui se joue. Regardez bien, depuis 10 ans, la mortalité due aux catastrophes naturelles n'a pas augmenté. Formidable, surtout ne changeons rien. On reparlera du déni dans la 3e diapo. Donc, premier élément pour plus 4 degrés, une dystopie. Deuxième élément, hop, je ne suis pas sur la bonne. Tout se dégrade.
Ça, alors, ça peut paraître pessimiste, hein, le constat, il est plus factuel que pessimiste. Vous verrez comment on essaye de mettre après dans les actions à mettre en œuvre du positif aussi. Tout se dégrade, les sols, l'eau, l'air, mais aussi la santé. Et on a travaillé sur les questions de santé humaine aussi. Et donc, ce qu'on peut dire, alors vous voyez le petit crowbar qui est à droite, je vous le fais, il illustre bien le propos, regardez-le avant qu'on rentre dans le texte, mais vous voyez deux personnes là qui font le constat qu'il faut surtout rien changer, et puis une liste à la Prévert de conséquences d'un rapport de santé sur des suicides, sur des grossesses à problème, sur des hôpitaux détruits, sur des maladies infectieuses. Vous allez voir, c'est exactement ce qu'on va vous expliquer juste après. Donc, deux éléments dans cette diapo-là et dans ce constat-là, c'est une dégradation de la qualité des sols, j'en ai parlé tout à l'heure, et une baisse des rendements et du coût de la ressource alimentaire. Et l'année 2024 est une bonne illustration, hein, malheureusement, mais en tout cas un déficit de ressources alimentaires qui est énorme et sur lequel Catherine reviendra après. Et côté santé, hein, c'est la deuxième partie du paragraphe, l'hyperthermie et la déshydratation, ça provoque des vagues de décès, hein, statistiquement prouvées. Hein, c'est une personne de l'INSERM qui est intervenue et qui nous a exposé ces faits-là, qui a une conséquence sur des risques accrus, sur des naissances prématurées aussi. Et un constat peu encourageant, en tout cas, c'est que l'augmentation des degrés accroît des problèmes de santé mentale, hein, accroît des problèmes de suicide et des problèmes d'accidents et différents phénomènes de violence, en fait. Voilà, donc ces constats étant faits, on a pu aussi avoir le long de nos rencontres des agriculteurs qui ont interagi, qui ont témoigné des systèmes qu'ils mettaient en place. Et face à ça, on voit déjà aujourd'hui des belles innovations de systèmes en transition, des agriculteurs qui vont vers plus de résilience, d'autonomie dans leur système et une préservation de la biodiversité. Mais un constat sur lequel on reviendra dans la journée, c'est que ces systèmes en transition qui essayent d'atténuer toutes ces conséquences néfastes sont des systèmes qui sont fragiles économiquement et peu soutenus par les politiques publiques. On y reviendra. Et troisième diapo sur la dystopie. Ah oui, c'est toi qui change. Troisième diapo sur la dystopie, c'est la... Alors, je vais vous expliquer, je vous conseille d'aller directement dans le crowbar parce qu'il est très bien fait. C'est pourquoi, une question qui nous a taraudé, habité pendant toutes ces rencontres, c'est pourquoi on n'agit pas plus face à des constats aussi graves. Qu'est-ce qui fait que ça bouge pas ou que ça bouge pas beaucoup? Et on a une psychologue coach qui est venue nous parler d'un concept que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est la courbe du deuil. Et ça a à voir avec les comportements humains, en fait, qui dit que si vous prenez la courbe en partant en haut à gauche, là, face à tout événement catastrophique ou quelque chose qu'on n'attend pas, la première réaction en termes de comportement humain, c'est le déni. Surtout, je veux pas voir ce qui se passe et c'est plus l'émotion de la peur qui prend, qui vient en premier et l'alarmisme, et c'est ce qu'on appelle aussi l'éco-anxiété. Et cette courbe du deuil, elle indique quoi? Elle indique que dans les émotions, on évolue. Et du déni, on peut passer à la colère, qui est la deuxième étape. Alors, c'est pas forcément linéaire, hein. C'est une manière pédagogique de le raconter, mais c'est pas forcément linéaire. Du déni, on passe à la peur et à la colère, pardon, qui peut amener à des actions soit de résistance, soit de critique, soit de l'activisme aussi. On le connaît, hein, dans les questions de changement climatique. Ensuite, la colère amène à la tristesse qui est une forme de défaitisme, de dépression et d'isolement qu'on connaît bien dans le milieu agricole, hein, pour côtoyer régulièrement des groupes d'agriculteurs. C'est quelque chose qu'on connaît bien et qui a plutôt tendance à s'amplifier. On l'a vu, nous, dans Tram, on fait parfois ce que certains d'entre vous connaissent bien, des fresques du climat, qui sont des moyens, des outils de faire prendre conscience aux gens des problèmes qu'on rencontre avec le changement climatique. Ça peut emmener les gens vers ce type de comportement si c'est pas bien accompagné. Et heureusement, la courbe, vous voyez qu'elle remonte.
hein. Après, pour aller vers une forme d'acceptation, en tout cas une forme de réparation, qui ne peut agir, et ça c'est un message important de toutes nos rencontres, qui ne peut agir que si les personnes sont accompagnées. C'est-à-dire que dans l'isolement, c'est difficile de s'en sortir. Par contre, s'il y a un accompagnement, soit par le groupe, soit par des réseaux locaux, soit par des intervenants, des formations, etc., ça permet de sortir les personnes de ce déni. Et vous voyez les 3 derniers mots de la diapo, du déni au dépit et du dépit au défi. Hein, c'est-à-dire que quand on sort et qu'on est dans l'acceptation, on est en capacité, à condition d'être accompagné, de trouver des solutions. Et ça dit une chose importante, c'est que l'éco-anxiété, c'est pas une pathologie, c'est pas une fatalité non plus, c'est juste un passage par lequel on peut sortir par le haut. Voilà pour la partie dystopie. Je vais laisser la parole à Catherine qui va continuer sur le deuxième thème qui était pensée géopolitique agricole. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci au GIS, au think tank du GIS INRAE de me faire confiance. Je ne peux pas démarrer cette présentation en tant que directrice de la coopération agricole métier du grain sans vous parler des conséquences du climat sur la production de grains en 2024. Vous savez qu'on a une production de blé tendre qui est pour le moment à peu près à hauteur de 25 millions de tonnes, comparé à 35 millions de tonnes l'année dernière, donc il manque 10 millions de tonnes et on a eu jusqu'à 40 millions de tonnes de produits. Tout ça, c'est notamment lié à une pluviométrie depuis l'automne dernier, supérieure de 2 à 5 fois à une année normale pendant toute la campagne. C'est donc une perte aussi de la moitié des volumes destinés à l'export, puisqu'on va, par rapport à la moyenne quinquennale, on va passer de 12 à 6 millions de tonnes exportées. Et ce qui représentera donc un impact de la baisse de la production sur le chiffre d'affaires à l'export de la France à hauteur de 1,4 milliard d'euros. Donc, ce qui est quand même pas neutre. Alors, pour revenir sur cette pensée géopolitique agricole, et c'est plus 4 degrés, c'est un sujet qui anticipe les effets du changement climatique sur l'agriculture mondiale et les enjeux géopolitiques qui en découlent. Quelques pistes de réflexion sur ce thème qui englobent l'impact de l'élévation des températures, la gestion des ressources, Eric en a parlé, la sécurité alimentaire et les tensions géopolitiques. L'agriculture est bien au cœur des enjeux du changement climatique et penser à une hausse de 4 degrés amène à repenser non seulement les systèmes alimentaires, mais aussi les relations internationales et les tensions autour des ressources. Donc, les enjeux spécifiques liés à une hausse de 4 degrés peuvent être répartis peut-être en 4 thèmes, je me disais. Donc, redistribution des zones agricoles, Eric en a parlé un peu. En effet, un réchauffement de 4 degrés dans certaines régions du monde, autrefois productives, deviendrait inhospitalière pour l'agriculture. Évidemment, on pense à l'Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. D'autres, comme la Sibérie ou le Canada, pourraient voir leur potentiel agricole au contraire augmenter. Et donc, cela induit forcément un redéploiement des terres cultivables à l'échelle planétaire. À l'heure actuelle, les producteurs de champagne achètent des terres en Angleterre. Deuxième enjeu, le stress hydrique et les conflits sur l'eau. L'élévation des températures aggraverait le stress hydrique, et particulièrement dans les régions arides et semi-arides. Et cela déclencherait des conflits internes et transfrontaliers pour l'accès à l'eau, une ressource essentielle pour l'agriculture. Il y a déjà bien des conflits sur cette ressource sur notre territoire national. Troisième enjeu, c'est la sécurité alimentaire et les migrations. Avec la réduction des terres cultivables et des rendements agricoles, ça entraînerait des crises alimentaires dans les régions les plus vulnérables. Cela pousserait des millions de personnes à migrer vers des zones plus propices à l'agriculture ou simplement à la survie. Exacerbant ainsi les tensions politiques et sociales, je voulais vous rappeler, en tant que déplacement massif de population rapide, l'exemple du Sri Lanka, qui, en voulant mener une politique brutale et sans alternative du zéro produit phytosanitaire en produisant que du bio, a créé un séisme en 2021. Et dernier sujet, la concentration du pouvoir agricole. Les pays et entreprises qui contrôleraient les nouvelles terres fertiles et des technologies avancées pourraient renforcer leur domination économique, évidemment.
Cela pourrait provoquer des déséquilibres géopolitiques majeurs et redéfinir les alliances internationales. Nous avons le cas concret de la Russie, qui, en détenant le gaz et une bonne partie de la production d'engrais, pèse lourdement sur l'Europe en termes de sécurité alimentaire. Alors, pour revenir sur les diapositives qui vous sont présentées, donc cet accès à l'alimentation, on se rend compte qu'il est beaucoup plus politique que climatique, puisque depuis 1970, on a quand même un doublement, voire un triplement de la productivité agricole, donc on pourrait penser être à l'abri du besoin. Or, on a toujours des problèmes de malnutrition, un problème d'accessibilité à la nourriture. L'accès à l'alimentation, finalement, dépend des rapports de force et de la fragmentation du monde qui, malheureusement, va croissante. Alors, toujours dans Pensée géopolitique agricole, donc la géopolitique agricole et alimentaire en pleine redistribution, avec cette agriculture qui est au cœur des enjeux de pouvoir, au même titre que le secteur de la défense. Avec plus 4 degrés, le concept de puissance alimentaire est grandement questionné en termes de risques sociopolitiques. Donc les territoires inégaux en termes de qualité agronomique, je vous en ai parlé, et puis la politisation croissante des ressources alimentaires. Puis il faut savoir aussi que les pays émergents, ils veulent consommer comme nos parents. Donc il y a aussi une volonté de certains pays de pouvoir en profiter. Et on se rend compte que le climat entraîne des tensions politiques et de l'injustice sociale. Et les pays les plus pauvres, au fait, subissent vraiment de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique et entraînant une notion de justice climatique qui émerge de plus en plus. Alors, toujours sur la pensée géopolitique agricole. Donc, les filières agricoles, des clés pour avancer. Vous savez, les agriculteurs, ils font tous les jours preuve de capacité d'adaptation. Ils repartent d'une page blanche chaque année. Qui fait ça dans son travail? Qui repart à zéro avec Dame Nature qui n'est pas toujours clémente? Donc, le réchauffement climatique est vécu tous les jours par ces agriculteurs avec des baisses de rendement, la difficulté de cultiver de nouvelles variétés, des nouveaux ravageurs, parce que là aussi, la nature ne fait pas toujours bien les choses, avec notamment l'absence croissante de solutions soutenables pour les agriculteurs. On a des moissons décalées jusqu'à 1 mois, avec des températures estivales qui sont extrêmes, ce qui génère des travails de nuit avec plus de contraintes, donc risque de sécurité, de pénibilité pour ces agriculteurs qui arrivent exténués. Moi, j'en croise tout le temps à la coopération agricole et moi, je connais des agriculteurs extrêmement résilients qui sont élus à la coopération agricole qui cet été étaient vraiment, vraiment fatigués, vraiment pas en bon état. Et quand des gens aussi résilients sont dans cette situation-là, ça pose vraiment question. Et évidemment, ils doivent s'adapter au déploiement de nouveaux leviers agronomiques. Et là aussi, on parle de montée en compétence des agriculteurs, avec notamment, par exemple, l'agriculture de conservation des sols. C'est un point qui sera abordé plus tard dans la journée. Pardon. Enfin, toujours sur pensée géopolitique agricole, on avait abordé le thème de l'énergie, le vent en poupe pour une place au soleil. Donc, on sait que l'Europe est très dépendante du gaz et du pétrole. On sait qu'il y a des énergies renouvelables disponibles, le vent et le soleil. Alors, je voulais vous revenir sur une anecdote. On était la semaine dernière en Norvège chez un producteur d'engrais qui fabrique des engrais bleus et des engrais verts, donc des engrais décarbonés, puisque vous savez, dans le scope 3 de la décarbonation de l'agriculture, 70% du scope 3, c'est la carbonation des engrais. On se rend compte que l'engrais bleu, oui, c'est possible à l'échelle industrielle à très faible temporalité. L'engrais vert, c'est pas pour demain. On est vraiment sur de la recherche et développement. Et de là à en produire des tonnes à un niveau de prix soutenable pour tous, la route va être un peu longue. On parle aussi de surface pour le photovoltaïque, qui à l'heure actuelle est plutôt négligeable par rapport à la surface disponible, mais qui tend à se développer. L'intérêt des biocarburants aussi à questionner, avec toujours rapidement la question de la concurrence entre l'alimentation humaine et animale et la fourniture d'énergie. On peut faire le même parallèle avec la méthanisation.
Donc tout ça nous amène à certainement réinventer des systèmes alimentaires. Donc on a des initiatives de certains distributeurs avec le développement de magasins de proximité, de petite taille pour échanger avec les clients et les producteurs. Moi, j'ai dans mon conseil d'administration plusieurs agriculteurs qui ont développé ce concept. Ça marchait très bien pendant le Covid, mais je vous assure qu'ils ont beaucoup de difficultés à en vivre actuellement. Et ça pose la question de l'accès au plus grand nombre à une alimentation à un prix abordable. Il faut aussi peut-être, je mettrais un bémol aussi, faire attention au small is beautiful. Hein, tout ce qui est tout petit n'est pas forcément bien et ne peut pas nourrir tout le monde. Donc, on est dans des démarches beaucoup plus vertueuses en termes de transport, donc avec les biogaz, le bioéthanol, l'électricité, la mutualisation, le développement du fluvial et puis du maritime. Ça marche bien. Il y a un canal qui va bientôt être, nouveau canal qui va bientôt être ouvert. Évidemment, favoriser le local, réduire les emballages, les pertes et les gaspillages, améliorer le stockage. Dans réduire les emballages, j'insiste un peu sur je ne sais pas si vous connaissez Adivalor, qui a 23 ans d'existence. Hein, donc c'est une filière de recyclage et de valorisation des déchets agricoles qui valorise et qui recycle 98% des déchets agricoles. Donc c'est vraiment un lieu où travaillent des agriculteurs, les distributeurs et des industriels. Et c'est une filière extrêmement vertueuse et très en avance par rapport à d'autres filières comme l'électroménager par exemple. Et puis, chacun doit prendre sa part aussi à son échelle territoriale, économique et temporelle. Et dernière slide sur les systèmes alimentaires à réinventer. Alors, est-ce que l'offre détient les clés du changement? Au fait, on se rend compte qu'il y a un échec du concept de consommateur. On se rend compte que ce concept a un effet sur une frange minoritaire des consommateurs qui appartiennent aux catégories socio-professionnelles les plus aisées, urbaines, avec des études supérieures. Mais on se rend compte aussi qu'entre le citoyen qui entre dans un magasin, qui se préoccupe de la fin du monde, et le consommateur qui sort de ce même magasin, la même personne, et qui se préoccupe de la fin du mois, c'est pas facile à gérer tout ça. Donc, on revient sur le problème récurrent d'une alimentation de qualité accessible à tous. Alors, il y a une phrase qui est notée qui spécifie que l'offre fait la demande et pas l'inverse. Oui, mais c'est pas toujours vrai. On a des exemples avec le bio à l'heure actuelle où on a une quantité de bio relativement disponible et qui n'est pas forcément consommée, ou les SICO, les sigles de qualité, qui s'effondrent aussi en termes de consommation. On parle aussi de régime alimentaire moins gourmand en ressources. Exemple, les protéines végétales. Oui, mais il y a quand même quelques soucis sur les protéines végétales. Déjà, on est très en retard en termes de recherche sur les semences. Moi, je connais des agriculteurs qui me disent, Catherine, après 4 années où les rendements sont nuls, j'arrête parce que les ravageurs dévastent toutes les productions. On sait aussi que la restauration hors foyer a parfois des problèmes de remise en œuvre. Moi, j'ai discuté avec la RHF qui m'a dit les lentilles dans les cantines, c'est pas facile à mettre en œuvre. Donc, c'est aussi un obstacle à lever. Et puis, des consommateurs qui sont pas toujours séduits. Donc, il y a de nouveaux modèles économiques de partage de la valeur à inventer. Je ne peux pas m'empêcher de souligner l'importance du rôle des coopératives à l'échelle territoriale, qui sont non délocalisables, je vous le rappelle, qui relocalisent des productions et qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Et en toute petite conclusion, je voulais vous dire qu'en 2050, on sera 10 milliards d'êtres humains et que nous assistons à la raréfaction des ressources et des terres. Comment nourrir plus de monde avec moins? En 2023, après 3 années consécutives de stagnation des niveaux de faim dans le monde, on dénombrait entre 713 millions et 757 millions de personnes sous-alimentées, soit environ 152 millions de personnes de plus qu'en 2019. La route est encore longue, mais la suite de la journée sera éclairante, j'en suis sûre. Merci Catherine. Je prends la suite après. Donc, vous avez bien suivi nos 4 thèmes, la dystopie, entre points d'interrogation, la géopolitique agricole, le dernier thème que tu viens d'aborder, réinventer des systèmes alimentaires. Et
est arrivé le quatrième thème sur comment organiser la rupture, parce qu'il s'agit bien de rupture et de changement profond. Alors, juste, je change la diapo. Et de changement profond dont il s'agit. Hein. Derrière le mot rupture, il y a quelque chose de l'ordre de la refondation. On n'est pas à repeindre les murs, mais plutôt à s'attaquer aux fondations. Et sur cette partie-là, on s'est appuyé plus sur le code rural, d'une part, c'est ce que je vais vous exposer tout de suite, le droit international ensuite, et puis le troisième levier, c'est la formation. Alors, l'agriculture ne peut se résumer à l'exploitation des ressources. Ça, c'est la forte conviction qui est ressortie de toutes nos rencontres. Et en même temps, quand on va voir le droit, quand on va voir le code rural, là, on est à la 43e édition en 2023, la définition de l'agriculture dans le code rural, c'est l'exploitation de ressources naturelles. Point. C'est-à-dire que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. C'est la définition de l'agriculture aujourd'hui dans le code rural qui peut laisser entendre qu'on est encore à l'âge d'une agriculture minière. Et l'alternative qui est proposée par un certain nombre de nos intervenants et qu'on voulait donner à voir dans ce rapport du GIS Relance agronomique, c'est de redéfinir l'agriculture selon une extension qui serait l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Jusque-là, rien n'a changé, tout en préservant, tout en régénérant l'eau, l'air, le sol et la biodiversité. Donc, proposer une nouvelle définition à l'agriculture sur autre chose que la seule production et y associer les 4 ressources que sont l'eau, l'air, le sol et la biodiversité, sans quoi, si on ne les préserve pas, de toute façon, l'agriculture va décroître. Donc c'est un élément fort dans notre réflexion qui se repose plus sur le droit et qui est un levier. Alors certaines innovations ou expérimentations vont dans ce sens-là, pour ceux qui connaissent la compta 3 capitaux ou la méthode CARE, qui permet de mieux prendre en compte les externalités positives dans le revenu de l'agriculteur, mieux prendre en compte le volet social. C'est en cours, mais c'est encore balbutiant. Et la proposition de notre intervenant qui a travaillé sur cette question du droit français, c'est un changement de la définition de l'agriculture. Deuxième élément, c'est plus du côté du droit international qu'on est allé, qui constitue aussi une clé et un levier qui est au cœur des politiques publiques et qui a plutôt tendance à prendre de l'ampleur, avec un titre qu'on donne, qui est le droit vers des pratiques agricoles vertueuses. Donc comment le droit peut aider en fait à aller vers des pratiques agricoles vertueuses, avec deux éléments de paragraphes qu'on a séparés, quelque chose de plus en plus présent dans les accords internationaux, notamment dans les COP, et la COP 28 récemment en témoigne, c'est de penser l'alimentation plus en termes de santé globale, santé des animaux, santé des végétaux, santé des humains et des écosystèmes. Le concept que chacun connaît de One Health, qui est un concept d'un cercle vertueux qu'on retrouve dans certains systèmes agricoles en transition. Il y a des agriculteurs, certains ont témoigné dans le GIS, qui sont dans cette perspective-là. Et le concept de One Health est de plus en plus mobilisé dans les accords internationaux. D'où le deuxième paragraphe où on relate le fait que des actions en justice, et ça c'est factuel, des actions en justice se multiplient à l'initiative de citoyens. Alors c'est étonnant qu'on ait tous classé les citoyens en dernier dans le vote qu'on a fait en introduction. Des actions en justice qui se multiplient à l'initiative des citoyens, notamment les jeunes générations, face à l'inaction des États, malgré les engagements qui sont pris dans les COP. Et on voit se multiplier des actions, même si la notion de crime environnemental reste encore difficile à qualifier juridiquement. Et donc, dans ce levier-là, c'est l'idée de faire respecter en fait les accords internationaux via des actions en justice contre l'inaction des États. Alors, vous avez un petit crowbar là qui résume les deux précédentes idées. D'un côté, comment on peut changer la définition de l'agriculture, et de l'autre, comment on peut mieux agir face à ces inactions et via la Cour internationale.
Donc c'est un levier aussi. Et le dernier, qui nous tient à cœur tous, c'est la formation, la montée en compétence des acteurs du monde agricole, avec une certitude, c'est que la formation est à renouveler. Et l'agriculture, c'est pas uniquement faire pousser des végétaux et élever des animaux. On sait tous qu'aujourd'hui, c'est la gestion de la complexité, la gestion des ressources humaines, le management, la gestion des contrats aussi, le développement du numérique et des NTIC qui sera de plus en plus présent. Et enfin, la responsabilité sociale et environnementale qui est de plus en plus attendue. Donc, par voie de conséquence, des contenus pédagogiques qui sont à renouveler pour les rendre compatibles avec la transition climatique, décloisonner les compétences agricoles, sachant que l'intervenant qui nous a éclairé sur ce point-là nous rappelait que chaque année, il y a 220 000 jeunes qui passent dans l'enseignement agricole. 220 000 jeunes. C'est un levier important et sur lequel il ne faut pas faiblir. Et ce qui veut dire diversifier les productions, intégrer l'élevage dans les systèmes, maîtriser la commercialisation en circuit court, gérer des contrats, affronter la complexité, autant de compétences multiples et de capacités d'adaptation qui sont à enseigner d'une manière importante. On a beaucoup travaillé aussi sur la notion de systémie, de complexité et le concept de, entre guillemets, penser loin. Et un des agriculteurs qui a témoigné penser la réflexion lointaine. Et un des agriculteurs qui témoignait nous disait qu'il a construit son système en pensant à ses petits-enfants. C'est-à-dire en imaginant son système dans 50 ans. Et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour que le système, dans 50 ans, que je mets en place soit résilient, autonome, préserve la biodiversité et les ressources. C'est une notion qui est vraiment capitale et qu'on pense qu'elle doit être intégrée dans l'enseignement. Donc pareil, vous avez un petit crowbar là qui essaye de résumer un petit peu la situation, même s'il y a eu beaucoup de progrès dans l'enseignement agricole avec le projet agroécologique pour la France. L'idée là qui est débattue, c'est d'aller vers des écoles agroclimatiques qui puissent permettre de prendre en compte la transition climatique et d'y mettre les bons ingrédients en termes d'économie du savoir, mais aussi en termes de transversalité, en termes de systémie, de gestion de la complexité, de capital humain et de retour d'expérience aussi, sachant que on le voit bien, on l'a vu tout le long de nos réflexions, que l'incertitude est quelque chose à gérer et que dans l'incertitude, les retours d'expérience sont capitaux pour pouvoir avancer collectivement. Et tout ça avec des politiques publiques interministérielles qui associent agriculture, alimentation, santé, écologie, environnement. Voilà les propos les premiers propos de notre travail là sur 4 séquences. J'espère que ça vous aura intéressé. On a un petit temps d'échange possible, Véronique, ou on a été trop long? Non, bien sûr. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions, des Oui, réflexions, des compléments. Christian ? C'est une question que j'aurais pu me poser à moi-même, mais tant qu'à faire, je vais la partager avec vous. En fait, merci d'abord Eric et Catherine pour cette synthèse. Et puis Catherine, tu as rajouté beaucoup de remise en contexte avec 2024, qui n'a pas été une année terrible. En fait, si le GIS Relance Agronomique était dans une autre région du monde, est-ce qu'il y aurait des endroits où on aurait des propos soit plus pessimistes encore, soit potentiellement plus optimistes? Tu as cité l'exemple du Canada, Catherine, en disant c'est une terre merveilleuse, il va bénéficier du changement climatique. Effectivement, on dit ça tout le temps. Et en fait, moi, je suis dans les travaux avec les Canadiens où en fait le changement climatique est un vrai problème parce qu'en fait, ça maximise énormément les phénomènes d'érosion suite à la fonte des neiges, parce qu'ils ont des phénomènes de fonte qui sont très bizarres. Et donc, par exemple, le Québec, il voit un effondrement de ses fertilités de terrains agricoles. Donc là où nous, on dit, ils vont gagner des terrains, en fait, eux, ils disent, on en perd plus vite encore que ce qu'on avait imaginé. Et donc, vous allez pouvoir me dire qu'il y a des endroits où ça se passe beaucoup mieux. Hein. Mais s'il y a nulle part où c'est mieux, est-ce que la question qu'on a devant nous et la difficulté à agir, parce que globalement, c'est surtout une période de deuil que vous nous avez présentée là,
Est-ce que c'est pas de compte fait, la question qu'on a devant nous n'est pas une question de temporalité? C'est-à-dire, en fait, on a une difficulté à mettre en tension aujourd'hui et demain matin, ou aujourd'hui et demain après-midi. Est-ce que c'est pas ça notre difficulté, que nous sommes des animaux qui n'avons pratiquement aucune mémoire et aucune capacité d'anticipation? Ce qui, en termes philosophiques, dit que nous n'avons aucune conscience. C'est autre chose, ça. Est-ce qu'en fait, on n'est pas confronté à ça, en fait? Que nos organisations, elles sont basées sur le fait qu'on est des États très, très stables. On fait l'hypothèse que rien ne va jamais changer, et ce qui fait qu'on ne met jamais en tension aujourd'hui et demain. Or, j'ai l'impression que tout ce que vous nous avez présenté, c'est rien d'autre qu'une tension très forte entre aujourd'hui et demain. C'est ça. Bernard Valluy, Agridé. Une question concernant les opportunités. Il me semble qu'on voit uniquement l'analyse de cette dystopie de plus 4 degrés avec ce que cela bouleverse et rend difficile. Et on n'énumère pas ce qui est un grand objet de recherche, à mon sens, qui est la liste de l'ensemble des opportunités que cela peut faire paraître. Nous avons connu, au travers des millénaires, des périodes de réchauffement importantes. Et ces périodes de réchauffement qui n'étaient pas dues à l'activité humaine se sont traduites par des utilisations des ressources par les populations très différentes, avec des faunes, des flores, des biodiversités différentes. Et il me semble que cette vision-là devrait permettre effectivement de pouvoir mieux cadrer les conditions dans lesquelles cette dystopie pourrait devenir une utopie. Merci. Oui, peut-être juste pour vous répondre, on n'est qu'au début de la journée et les travaux qu'on rend là sont les premiers faits. Il va y avoir des autres étapes où on va aller sur des pistes d'action. Et effectivement, si on s'arrête là, on n'est pas bien, quoi. C'est l'objet de la journée, quoi. Et on a travaillé aussi des pistes d'action qui sont... et des opportunités, effectivement. Puis juste pour revenir à ce que disait Christian, qui est très juste là sur cette tension entre aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on relatait dans le chapitre formation et compétences sur comment penser les systèmes dans 50 ans. Et je pense qu'il y a des groupes d'agriculteurs qui commencent d'avoir cette vision-là et qui est vraiment très intéressante. C'est au lieu de faire sa stratégie à 3 ans, comme on a l'habitude de le faire depuis des décennies, comment on peut la penser à 50 ans. Bonjour, Clémence Voreux, coordinatrice agriculture au Shift Project. Merci beaucoup pour la démarche que vous avez lancée au GIS. C'est vraiment passionnant et je pense que cette approche qui va au-delà de l'impact en termes d'atténuation, mais vraiment les enjeux d'adaptation, et notamment en intégrant à la fois les enjeux risques liés aux aléas climatiques, mais aussi énergétiques et aussi géostratégiques et géopolitiques. C'est vraiment une approche très prometteuse. Moi, ce qui m'interpelle, donc vous avez un petit peu répondu à la question, mais c'est le fait qu'on se projette dans du long terme, plus ou moins long terme, puisqu'on voit qu'il y a déjà des conséquences aujourd'hui auxquelles les acteurs font face. Mais on se retrouve, j'ai l'impression, souvent confronté au fait qu'on a des acteurs qui sont aux manettes des politiques publiques et de la planification du système, qui ont, eux, des agendas et un logiciel de court terme. Et donc, bon, j'imagine que ce sera aussi dans la suite des travaux, mais peut-être les 2 questions que j'aurais pour vous, c'est dans quelle mesure, finalement, cette vision que vous arrivez à proposer, vous arrivez à construire un consensus, ou le consensus vous semble possible à réunir autour de ces questions-là, et est-ce qu'on peut imaginer un axe de travail qui vise à voir comment adapter, réformer le logiciel pour qu'il puisse intégrer cette vision de long terme dans des schémas qui aujourd'hui le font beaucoup trop peu, et ce qui pose problème dans cette dynamique-là. Merci. Je pense que c'est à nous d'acculturer aussi nos politiques, nos responsables, l'administration, tant nationale qu'européenne, justement à ces problématiques. Et c'est en faisant ce genre de journée et en rayonnant vers le plus grand nombre qu'on arrivera à faire passer, de bousculer un petit peu les choses. Oui, bonjour à tous, Simon Fellous, chercheur à INRAE. Déjà, je trouve ça super positif ce que vous avez présenté. Je trouve ça très progressif aussi par rapport à ce qu'on entend en général dans les milieux agricoles. Donc, je trouve ça plutôt cool
de voir cette ouverture. J'étais un petit peu surpris de ne pas entendre parler du tout de lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore aux 4 degrés et l'agriculture française étant une agriculture assez importante à l'échelle internationale, ce qui se passe ici peut aussi servir de moteur pour éviter d'arriver à 4 degrés. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans l'équation. Et puis l'autre élément qui me vient, c'est que on parlait d'opportunités tout à l'heure. J'ai envie de parler de la doctrine du choc théorisée par Naomi Klein, qui est souvent utilisée dans des perspectives plutôt rétrogrades, mais dans une situation où on voit qu'on a une situation très difficile et une crise qui s'annonce, ça peut être utilisé pour, on va dire, pour insuffler le changement. Et je pense que quand on parle autant d'adaptation que de lutte contre le réchauffement climatique, on est à ce moment-là où on peut potentiellement l'utiliser comme une opportunité pour que ça bouge dans le bon sens. Merci, Simon. Nathalie. Oui, bonjour, Nathalie Denoblet, climatologue. En fait, dans tout votre exposé, vous n'avez pas évoqué l'importance de montrer que c'est possible. En fait, on a des solutions aujourd'hui. On n'est pas dans une absence de solutions. On a des solutions. Après, la question, c'est la mise en œuvre, c'est ce que vous disiez, déconcentrer peut-être le pouvoir agricole, etc. Mais les solutions, elles sont là. Et finalement, le montrer que c'est possible et que ça a de multiples co-bénéfices, pas simplement sur la production, mais aussi sur la santé environnementale, la santé des agriculteurs, etc. C'est important, en fait. Et je pense qu'on ne montre pas... Bon, il y a le centre le CRAC, là, le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui a été mis en place par le CEREMA et le ministère il y a 2 ans, je crois, qui commence à montrer des solutions. Mais je pense que, en fait, les gens souffrent de ne pas voir qu'il y a des solutions. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué dans votre discours ici. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez réfléchi à ça. Juste une précision, Nathalie, la matinée était consacrée à un résumé des constats des impacts du changement climatique. Et cet après-midi, on arrive aux actions et aux possibles. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes en avance. Oui, bonjour, moi je suis agriculteur à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Reims. Je voudrais aborder le sujet de l'enseignement agricole. Il va falloir aussi que les jeunes qui sont dans l'enseignement agricole investissent la production. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a, nous agriculteurs, une foule de personnes qui gravitent autour de nous pour nous expliquer que oui, c'est possible, oui, on peut réformer notre métier, mais j'ai envie de dire, les écoles d'ingénieurs, particulièrement agricoles, elles vont devoir investir le secteur de la production. Parce que conseiller, c'est relativement facile, pardon, hein. Faire, c'est autre chose. Et on ne fera pas l'agriculture de demain avec uniquement, j'allais dire, des concepts théoriques et sans producteurs agricoles à un moment. Donc il va falloir que les jeunes aussi investissent le secteur de la production, parce que vous savez, nos jeunes, on n'est pas agriculteurs, nous, on n'est pas en dehors de ce qui se passe dans la société. Nos jeunes qui ont la tête bien faite, ils font des écoles d'ingénieurs, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, je veux conseiller les agriculteurs, pas de la production, j'arrête. Merci de ce commentaire. 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, s'il vous plaît. Donc moi, je suis Corinne Bonnet, je suis présidente d'une coopérative agricole de taille tout à fait, enfin une petite coopérative par rapport à ce qu'on voit. Et moi, ce que j'entends, en fait, on nous dit produire du bio. On nous dit qu'on devait atteindre 25% de bio. Sauf que chez nous, les agriculteurs qui sont en zone de captage des eaux de Paris, ils ont subi entre 60 et 80% de pertes. Donc dites-moi un peu comment on fait pour vivre, parce qu'en fait c'est ça, en fait. C'est vrai que des solutions, ça je veux bien, mais moi c'est la dimension économique que j'aimerais bien entendre, parce qu'en fait les solutions, ok, mais nous, il faut qu'on vive. Et donc en fait, il y a aussi, j'entends, réintroduire l'élevage. Ben, ok, on réintroduit l'élevage, mais d'un autre côté, pour reprendre le terme qu'on entend souvent, dans le même temps, eh bien, on nous dit l'élevage, ça pollue, il n'en faut plus, gaz à effet de serre, enfin bref.
Donc en fait, le discours, pour nous qui sommes les producteurs, c'est complètement inaudible. On n'a pas de visibilité. Quand on nous dit il faut avoir des projets à 50 ans, bah écoutez, là franchement, moi, j'en ai pas pour demain matin, hein, parce qu'en fait, d'un côté, on nous dit il faut réintroduire l'élevage, et donc, enfin voilà, et de l'autre côté, on nous dit ah non, mais faut arrêter, plus d'élevage, ça pollue, etc. On nous met des normes dans tous les sens, et donc on importe de plus en plus. À chaque fois qu'on nous dit on va laver plus blanc que blanc, de toute façon, c'est l'importation qui rentre en jeu. Voilà, merci. Ouais, juste, moi, je comprends complètement ce que vous dites et dans les constats qu'on a fait, je l'ai dit, on l'a dit un peu avec Catherine ce matin, c'était aussi le fait, effectivement, il y a peut-être des solutions, mais le fait est aujourd'hui que les systèmes en transition sont extrêmement fragiles, peu soutenus économiquement, peu soutenus par les politiques publiques, et que ça, c'est un fait, et que vous avez complètement raison. Et que nous, des agriculteurs, on en croise tous les jours, qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans la difficulté, en particulier en 2024. Et c'est une réalité. C'est là où il y a une distension entre peut-être des solutions pour demain et la réalité d'aujourd'hui, où c'est l'exemple que donnait Catherine, entre quand on va faire ses courses, est-ce qu'on pense au monde de demain ou à la fin du mois? Et je pense qu'on est dans cette tension-là en permanence. Et que tout ce qu'on dit, c'est aussi... imprégné aussi, on a eu des agriculteurs qui sont intervenus tout au cours du GIS. Je me rappelle de l'un d'eux qui nous a présenté un système en transition agroécologique, un modèle quelque part dont tout le monde pourrait rêver. Et sa conclusion, c'était de dire ma principale difficulté, elle est économique. C'est comment je vais réaliser mon revenu cette année. Et ça, c'est une réalité pour laquelle les pouvoirs publics ont peu de réponses aujourd'hui. Merci. Il y avait une dernière question? Oui. Oui. Patrick Vessé de l'INRAE. Je voulais revenir à la géopolitique. Effectivement, c'est très important. Mais surtout, si on veut faire une transition réussie telle que vous le mentionnez, ça veut dire qu'il faut une coopération internationale et mondiale. Hein, parce qu'effectivement, si on est toujours en compétition, bah, c'est ce que vient d'évoquer Madame, et se projeter un système à l'échelle de 50 ans, quand on voit déjà à court terme l'impact des intempéries 2024, donc une conséquence négative, c'est qu'on exporte moins de blé, bon, ça veut dire qu'on est toujours en compétition. Donc, est-ce que les travaux du GIS, vous avez travaillé en coopération avec d'autres partenaires européens, voire d'autres continents, parce que ma question en termes de géopolitique, si nous sommes les seuls à raisonner comme ça et à vouloir mettre en place des incitations à la transition, mais qu'on est toujours dans un monde en compétition et en tension, comment on fait ? Qui veut répondre ? Difficile question, Patrick. Non, je pense, enfin, je vais répondre, ça va pas vous satisfaire, Patrick, mais ce que je peux dire au nom des membres du GIS sans trop m'avancer, c'est qu'effectivement, on a raisonné et on a quand même fait appel à des experts qui avaient des visions internationales et que le but du jeu de ces journées du GIS et de transfert de ces informations est un premier pas pour aller vers d'autres partenaires et élargir le cercle du GIS Relance Agronomique et notamment aller vers des partenaires et des politiques publiques. Mais comment dire, chaque membre du GIS est aussi une courroie de transmission vers ses partenaires, vers les gens avec lesquels il travaille. La Chambre d'agriculture travaille avec, je suppose, des partenaires européens, la coopération agricole de même, INRAE de même. Et donc, on est, il me semble, à moins que les présidents et vice-présidents me contredisent, mais chaque membre est une courroie de transmission pour l'instant. Et je pense qu'il faut aussi veiller à ce que la place de la France en Europe reste, progresse, hein, puisque pour vous donner un chiffre, quand à la commission environnement ou à la commission agricole, il y a 1 ou 2 représentants français, il y en a 12 chez les Allemands.
Donc il faut aussi que le poids de la France soit plus fort dans les instances européennes et dans les instances internationales pour qu'on puisse, tant se faire se peut, aller plus vers ce que vous souhaitez, à ce qu'on souhaite tous. En complément, Patrick, ta question, elle est tout à fait pertinente, mais il faut la prendre dans le bon sens. C'est-à-dire que très souvent, les autres ne bougent pas, et donc c'est une motivation pour ne pas changer. Ce qui est en fait la pire des solutions. C'est une solution dramatique, vous l'appliquez sur le climat, mais vous pouvez l'appliquer sur tout le monde, puisqu'il y en a qui tapent dans la caisse, pourquoi pas moi. Donc ça, c'est le premier point. Donc effectivement, la question que tu poses et qui pour moi est pertinente, c'est comment, sur la base des réflexions qu'on a, on tisse des relations avec d'autres ailleurs. On a la chance, effectivement, comme ça a été dit par Véronique, en fait, tout le monde est autant de petites courroies de transmission. Et nous, dans notre job INRAE, dont tu fais partie, en fait, on a aussi des relations avec d'autres pays dans le monde. Et en fait, on voit bien que sur ce sujet-là, il n'y a aucun pays qui dit « Yes, c'est super, pour moi, je vais en bénéficier ». Aucun pays. En fait, tout le monde est en train de bouffer la poussière. Et en fait, notre vraie question, elle est de réussir à intégrer ce défi-là dans le... Enfin, en gros, pondérer ce qui est un intérêt immédiat et penser le long terme en même temps. Et quand quelqu'un posait la question de tout à l'heure, c'était Simon qui disait il faut qu'on cesse d'émettre ou qu'on réduise les émissions. En fait, pourquoi on continue à émettre? C'est parce que tout compte fait, on n'a jamais regardé les coûts cachés de ce qu'on fait. Et c'est une vraie question de recherche. Comment on fait ça? Donc on a des équipes d'économistes qui travaillent là-dessus, et il faut renforcer ce travail-là, et ça ne peut être fait qu'avec les autres. Voilà. Oui, à nouveau Jean-Marie Serroni. Sur ce qu'évoquait Christian dans sa première intervention sur évidemment les tensions entre demain et après-demain, dans votre partie sur l'organisation des ruptures, est-ce que vous avez abordé la question des ruptures territoriales nationales? Vous avez évoqué que le Sud remonte, des productions se déplacent, donc il y a forcément des tensions. J'habite en Normandie. Aujourd'hui, c'est plutôt favorable pour nous. Il y a des cultures nouvelles. Si je prends en Beauce, il y a des centaines d'hectares de lavanda qui ont été plantés, une nouvelle filière qui s'est installée, qui est très performante, enfin qui est plus performante économiquement. Et donc derrière, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre une planification, dont d'ailleurs je crois le secrétariat est maintenu mais un petit peu mis de côté, la planification écologique, une tension entre le national et le local. On a tendance à dire les solutions sont locales. Mais si je regarde juste mon périmètre et si je regarde pas un périmètre plus loin, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce que c'est pas une tension à regarder là, quelque part en politique publique? Et le deuxième élément qui est le même, je suis économiste, hein, on voit les performances des exploitations qui sont de plus en plus diverses, avec un revenu qui globalement augmente régulièrement depuis 15 ans, avec des écarts de plus en plus importants. Ce qui m'amène à penser, depuis assez longtemps, que notre chaîne Madame parlait du conseil, notre chaîne du conseil dans laquelle personnellement j'ai fait une grosse partie de ma carrière, notre chaîne du conseil, depuis l'INRAE jusqu'aux conseillers, aux conseillères, quelle que soit son organisation, n'a plus l'efficacité qu'il avait avant. Et on voit d'ailleurs une multitude de nouveaux acteurs apparaître. Ce qui est aussi un élément de ce symptôme. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé au regard de ces ruptures? Et j'ai souvent, je prends cet exemple, dans les années 60, quand on a voulu passer au système productiviste pour nourrir, la première chose qu'a fait Edgar Pisani, c'est de changer complètement l'organisation du développement agricole. Est-ce qu'on n'a pas cette question devant nous aujourd'hui? Deux questions. Par rapport à... Moi, je peux juste vous donner un modeste exemple par rapport à votre approche territoriale. Intercéral a notamment fait réaliser une étude qui s'appelle Offre-demande et qui a été remise à jour récemment, justement pour avoir un focus très territoire et de voir quelle adéquation optimisée il peut y avoir entre l'offre et la demande, sachant que c'est évolutif, en effet, de façon assez rapide. Mais c'est en effet des études qui existent et qui sont, vous avez raison, très pertinentes et qu'il ne faut absolument pas négliger. Sinon, par rapport aux travaux du GIS en tant que tel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les tensions territoriales dont tu parlais. On l'a évoqué plusieurs fois, puis ça va être évoqué dans la journée, mais il existe effectivement une tension très forte entre des gens qui innovent dans les territoires, notamment des réseaux locaux d'agriculteurs, des créations de filières nouvelles,
et l'amont et l'aval qui ne suit pas. Et ce qui crée des vraies difficultés de commercialisation derrière. Et sur le dernier point, sur le conseil, ce que je voulais juste rajouter peut-être sur la formation et la montée en compétences, le dernier point qu'on a abordé, c'est bien tous les acteurs du milieu agricole, conseillers compris. Hein. On ne parle pas que des agriculteurs quand on parle de ça. Et dans le champ du conseil, effectivement, il y a une montée en compétences globale à imaginer qui est très importante. Merci. On prend une dernière question via le chat. C'est pas une question, c'est un commentaire de Laura, de Chambre d'Agriculture France. C'est au sujet de la place de l'élevage dans le système, où elle précise qu'il ne s'agit pas de faire grossir les tuyaux, enfin ça c'est mon vocabulaire, enfin de produire plus, mais d'intégrer davantage l'élevage à l'agriculture pour créer plutôt des tuyaux entre les deux pour que ça se passe mieux, qu'il y ait moins de pollution, moins d'intrants indésirables, etc. Voilà, donc produire sans doute moins, faire baisser la consommation de viande, mais utiliser l'élevage au sens positif du terme pour être plus vertueux. Merci Stéphane. Donc on va passer, et merci Catherine, merci Eric d'avoir été les représentants du membre du GIS pour cette première partie de la matinée.